Bonsoir, je suis Serena et vous regardez Inside News, jeudi 30 octobre 2025. Ce soir, nous perçons le bruit ambiant pour vous apporter l'essentiel. Une crise humanitaire dévastatrice en Afrique, une diplomatie à enjeux élevés en Asie, un ouragan puissant dans les Amériques, des changements critiques à travers l'Europe. Nous délivrons la clarté quand le monde en a le plus besoin. Nous commençons en Afrique, où une catastrophe humanitaire exige une attention urgente. L'Organisation mondiale de la santé a condamné un massacre horrible à l'hôpital de maternité saoudien d'El Fasher au Soudan. Plus de 460 patients et accompagnants ont été tués le 28 octobre, alors que les forces de soutien rapide prenaient le contrôle après un siège de 18 mois. Il s'agissait du dernier établissement médical fonctionnel de la capitale du Darfour Nord. 6 professionnels de santé, 4 médecins, une infirmière et un pharmacien ont été enlevés. On ignore où ils se trouvent. Le réseau des médecins du Soudan estime qu'au moins 15 000 personnes ont été tuées à El Fasher en 3 jours seulement. Ils décrivent la situation comme un véritable génocide. Les survivants rapportent que les combattants des FSR exécutent les civils de porte en porte selon leur appartenance ethnique. Des vidéos circulent en ligne, prétendument filmées par des membres des FSR, montrant des exécutions à l'intérieur de l'hôpital au milieu de massacres de masse. Plus de 36 000 personnes ont fui depuis le week-end, la plupart à pied, affrontant un trajet de 70 km jusqu'à Tawila. Cette ville abrite déjà 650 000 personnes déplacées. Les travailleurs humanitaires rapportent bien moins d'arrivées que prévu, soulevant des craintes pour se piéger ou tuer durant la fuite. El Fasher est coupé de l'aide humanitaire depuis février. Malnutrition sévère et épidémie de choléra, avec un taux de létalité de 12%, frappe la ville. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a noté que son organisation avait vérifié 285 attaques contre des établissements de santé au Soudan depuis avril 2023, entraînant plus de 1200 morts. L'Arabie saoudite, l'Égypte, le Qatar, la Turquie et la Jordanie ont condamné les actions des FSR. Les Nations Unies ont alloué 20 millions de dollars de leur fonds d'urgence pour soutenir l'aide. Au Bénin, les tensions politiques s'intensifient. Le principal parti d'opposition, le Parti démocratique, a été exclu de l'élection présidentielle de 2026. L'ancien président Boni Yayi a rompu son silence le 28 octobre, accusant la majorité qu'au pouvoir d'exclusion systématique et de déstabilisation délibérée. Le gouvernement a qualifié ces accusations de pathétiques, mais les inquiétudes grandissent quant à l'érosion de l'espace démocratique. Au Gabon, le gouvernement avance sur un projet de Fonds national de l'énergie pour moderniser le réseau électrique et renforcer la souveraineté énergétique. Pendant ce temps, Douala au Cameroun signale une régression significative des recettes publicitaires au 3e trimestre. Paris accueille aujourd'hui une conférence internationale majeure axée sur la paix dans la région des Grands Lacs africains. Environ 70 pays et organisations abordent la crise croissante entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La conférence vise 3 objectifs. Mobiliser un financement humanitaire pour 7 millions de personnes déplacées en RDC, promouvoir l'intégration économique régionale à long terme et faciliter un dialogue diplomatique direct. Les responsables français considèrent cela essentiel pour sortir de l'impasse diplomatique. Sur le plan inférieur, l'Assemblée nationale française a adopté une résolution controversée dénonçant les accords franco-algériens de 1968, ravivant des débats sensibles sur la mémoire coloniale et les relations bilatérales. L'économie française a progressé de 0,5% au 3e trimestre, dépassant les attentes. Les exportations ont bondi de 2,2%, tandis que les importations diminuaient de 0,4%. Le secteur aérospatial s'est révélé particulièrement dynamique parallèlement à un fort investissement privé.
les autorités de santé publique ont lancé la 10e édition du Mois sans tabac le 24 octobre, fournissant des ressources d'aide pour arrêter de fumer. Les forces armées françaises ont également lancé l'exercice Araï 2025, combinant préparation opérationnelle et capacité de réponse aux catastrophes naturelles. À Gaza, un cessez-le-feu provisoire tient suite aux frappes aériennes israéliennes. L'armée israélienne a confirmé une frappe ciblée près de Beit Lahiya, affirmant viser des installations de stockage d'armes. Des sources à l'hôpital Al-Shifa rapportent au moins 2 morts. Israël a diffusé des images de drones prétendant montrer des membres du Hamas, mettant en scène la découverte d'un otage israélien décédé. Une vérification indépendante a confirmé l'emplacement et le déplacement de terre entre 2 jours consécutifs. Mais des questions importantes subsistent quant aux circonstances et à l'objectif. L'ouragan Melissa a frappé les Caraïbes aujourd'hui, laissant une destruction dévastatrice. Les rapports préliminaires attribuent au moins 30 décès à la tempête. La Jamaïque figure parmi les nations les plus touchées. La France a exprimé sa solidarité et coordonne l'assistance pour ces territoires. Dommages étendus aux infrastructures, inondations catastrophiques et déplacements massifs se poursuivent. Les équipes d'urgence travaillent pour atteindre les communautés isolées malgré les routes endommagées et les menaces météorologiques. À Rio de Janeiro, une opération policière d'envergure ciblant le gang Comando Vermelho a entraîné 60 morts parmi les suspects. Les autorités brésiliennes qualifient cela d'action nécessaire contre les organisations déstabilisant la ville par le trafic de drogue et le contrôle territorial violent. Au Québec, environ 1500 femmes, dont des mineurs, ont été victimes de la distribution non consensuelle de photographies intimes via des plateformes de messagerie cryptées. Cette violation de la vie privée a déclenché des appels en faveur de lois de protection numérique plus strictes. La Réserve fédérale américaine a annoncé sa 2e baisse des taux d'intérêt de l'année, réduisant son taux directeur d'1/4 de point. Le président de la Fed, Jerome Powell, a reconnu que le shutdown gouvernemental compliquait la prise de décision en perturbant la publication des données sur l'emploi et l'économie. Powell a noté que les risques à la baisse pour l'emploi avaient augmenté, mais les données d'avant le shutdown suggéraient que les dépenses de consommation pourraient être plus performantes que prévu. Une autre baisse en décembre reste possible, mais loin d'être certaine. Le procureur américain par intérim Bill Essayli a annoncé l'arrestation de 10 individus à Los Angeles accusés de violence contre les forces de l'ordre lors de manifestations contre les opérations de l'ICE cet été. 97 personnes ont été inculpées depuis juin, dont 18 au plaidé coupable. Les preuves comprennent des images de fusées mettant le feu à des débris et les jetant sur des véhicules de patrouille, ainsi que des agressions avec pierres, bouteilles et gaz poivré. Le président Donald Trump a conclu une rencontre historique avec le président chinois Xi Jinping en Corée du Sud aujourd'hui à la base aérienne de Gimhae à Busan. Il s'agit de leur première rencontre en face-à-face depuis le début du second mandat de Trump. Trump a qualifié les discussions de très productives, déclarant qu'ils étaient parvenus à un accord sur presque tout. L'accord cadre établit une réduction de 10% des tarifs douaniers globaux sur les produits chinois, motivés par des progrès sur les importations de soja, les minéraux de terres rares et la crise du fentanyl. La Chine a répliqué par des ajustements commerciaux correspondants, une pause d'1 an sur les nouvelles restrictions d'exportation de terres rares et la suspension immédiate des frais portuaires spéciaux ciblant les navires américains. Cela représente une désescalade significative dans les tensions définissant les relations Washington-Pékin depuis des années. Les discussions ont abordé TikTok. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a confirmé que les négociateurs avaient finalisé les détails sur l'avenir de la plateforme, la transaction attendant l'approbation finale. Trump a annoncé son intention de se rendre à Pékin en avril,
signalant un engagement continu au plus haut niveau. Une controverse a émergé lorsque Trump a suggéré que les États-Unis reprendraient les essais d'armes nucléaires après un moratoire de 30 ans, affirmant que la Chine et la Russie pouvaient surpasser les capacités américaines d'ici 5 ans. Cela a soulevé des inquiétudes parmi les défenseurs du contrôle des armements. Alors que nous concluons l'édition de ce soir d'Inside News, nous nous rappelons notre mission fondamentale. Apporter non seulement les grands titres qui dominent les cycles médiatiques, mais aussi les histoires critiques restant dans l'ombre. Des atrocités impensables au Soudan à la révolution silencieuse dans l'engagement politique de la jeunesse européenne. De la diplomatie de haut niveau en Asie aux cybermenaces invisibles en évolution, ce sont les réalités complexes qui façonnent notre monde le 30 octobre 2025. À une époque où l'information circule constamment, où les algorithmes déterminent ce que nous voyons et où la désinformation se propage aussi rapidement que la vérité, votre rôle en tant que citoyen informé compte plus que jamais. Regardez au-delà de la surface, questionnez les sources, recherchez de multiples perspectives, distinguez les véritables nouvelles de la désinformation délibérée. La vérité existe, mais la trouver demande de l'effort, un esprit critique et un attachement aux faits plutôt qu'à la facilité. Enquêtez, vérifiez, pensez de manière critique. N'arrêtez jamais de poser des questions. Merci d'avoir passé ces minutes avec nous ce soir. Restez informés, restez vigilants, restez engagés. De la part de toute l'équipe d'Inside News, je suis Serena. À la prochaine.